Bordel de merde, dit Steve. C'est stupéfiant. Oh oui, putain, c'est Zarbi, ajouta Cynthia. Elle regarda autour d'elle pour voir si elle n'avait pas vexé le vieil homme, mais Billingsley n'était pas en vue. Jeune dame, dit Johnny, Zarbi s'applique au saut à l'élastique, seule invention que l'on doive jusque-là à votre génération. Ceci n'est pas Zarbi, c'est plutôt chouette en fait. Zarbi, répéta Cynthia, mais elle souriait. Johnny situait la construction de l'Ouest américain dans les 10 années qui avaient suivi la Seconde Guerre mondiale, quand les cinémas n'étaient plus les Xanadu frappés de gigantisme en vogue dans les années 20 et 30, mais pas encore les complexes de salles multiples qui les avaient transformés en boîtes à chaussures équipées de sons Dolby. Billingsley avait allumé les spots au-dessus de l'écran, et d'autres dans ce qu'on pouvait jadis appeler la fosse d'orchestre, si bien que Johnny pouvait contempler l'endroit sans difficulté. La salle était vaste, mais neutre. Il y avait des appliques vaguement art déco, mais aucune note décorative. La plupart des sièges étaient encore en place, et leur velours rouge, passé et élimé, sentait fort la moisissure. Sur l'énorme rectangle blanc de l'écran, Rock Hudson avait jadis séduit Doris Day et Charlton Heston, défié Stephen Boyd lors d'une course de chars. Il faisait au moins 14 mètres de long sur 7 de haut, et de là où Johnny se tenait, il semblait de la taille d'un écran de cinéma en plein air. Il y avait une sorte de scène devant l'écran, comme un souvenir d'architecture traditionnelle, se dit Johnny, car la représentation de spectacles de music-hall n'avait déjà plus cours à l'époque où cet établissement avait été construit. Avait-elle même jamais servi? Sans doute, pour des discours politiques, ou des remises de diplômes, peut-être pour la finale du concours d'orthographe du comté de la Bouse de Vache. Quelle qu'ait été sa fonction dans le passé, ceux qui avaient assisté à ces cérémonies provinciales n'auraient jamais pu prédire la dernière utilisation de cette scène. Il regarda autour de lui, un peu inquiet de l'absence de Billingsley, et vit le vieil homme qui arrivait par le petit couloir reliant les toilettes à l'arrière de la scène où ils étaient tous rassemblés. Le vieux bougre a planqué une bouteille, et il est allé en boire une gorgée, c'est tout, se dit Johnny. Mais il ne décela aucune odeur d'alcool quand le vieil homme passa près de lui. Or c'était une odeur qu'il repérait à tous les coups, maintenant qu'il avait lui-même cessé de boire. Ils le suivirent tous sur le devant de la scène, tous ceux que Johnny commençait à appeler, même avec une certaine affection, l'association des survivants de Collie and Trajan, et leurs pieds résonnaient sur le parquet, leurs ombres longues et pâles se détachaient sous les lampes de la fosse d'orchestre. Billingsley les avait allumées depuis le tableau général, à gauche de l'entrée de la scène. Au-dessus des sièges de velours rouge, les ampoules s'étaient toutes éteintes, et l'obscurité s'élevait à des hauteurs insondables. Plus haut encore, le vent du désert hurlait. C'était un son qui glaçait le sang de Johnny, mais il ne pouvait nier qu'il y avait aussi quelque chose d'attirant dans ce bruit, même s'il n'aurait su dire d'où venait cet attrait. Oh, ne te mens pas, se dit-il, tu le sais. Billingsley et ses amis le savaient aussi, et c'est pour ça qu'ils venaient ici. Dieu t'a fait pour entendre ce bruit, et une salle comme celle-ci est un amplificateur naturel idéal. Tu peux l'entendre encore mieux si tu es assis devant l'écran avec tes vieux copains, projetant des ombres légendaires et buvant au passé. Ce bruit dit qu'on peut abandonner, qu'abandonner est en fait le seul choix sensé. Ce bruit parle de l'attrait du vide et des plaisirs du néant. Au milieu de la scène poussiéreuse, devant l'écran sans rideau, se trouvait un salon. Fauteuil, canapé, lampadaire, table basse et même télévision. On avait disposé les meubles sur un grand morceau de moquette. On eût dit une exposition de meubles dans un grand magasin, mais Johnny revenait toujours à l'idée que si Eugène Ionesco avait écrit un épisode de la 4e dimension, le plateau aurait sans doute ressemblé à celui-là. Un bar en chêne trônait au milieu du décor. Johnny le caressa de la main, tandis que Billingsley allait d'un lampadaire à l'autre pour les allumer. Les câbles électriques longeaient le bas de l'écran en passant à travers de petites entailles que l'on avait renforcées avec du ruban adhésif pour qu'elles ne s'agrandissent pas. Billingsley montra le bar du menton. « Il vient du vieux Circle Ranch, dit-il. Il faisait partie de la vente aux enchères de Clayton Loving. Et Buzz Hansen et moi, on s'est associés et on l'a eu pour 17 $. C'est incroyable, hein ?»« Franchement, oui, dit Johnny. Il tentait d'imaginer ce qu'une pièce pareille pourrait valoir dans une des élégantes boutiques de Soho. Il ouvrit les doubles portes, le bar était bien garni, et rien que des bonnes choses. Pas du premier choix, mais des bonnes choses, et il referma les portes. Ces bouteilles-là le tentaient, contrairement à celles de Jim Beam quand il l'avait subtilisé au bar du hibou.
Ralph Carver s'assit dans un fauteuil et regarda les sièges vides avec les yeux hébétés et pleins d'espoir d'un homme qui se dit qu'il a peut-être fait un cauchemar après tout. David s'approcha du poste de télévision. « Vous captez quelque chose, là? Oh, je vois. » Il avait repéré un magnétoscope dessous. Il s'accroupit pour regarder les cassettes empilées à côté. « Mon garçon, » commença Billingsley, mais il renonça. David passa rapidement en revue les quelques boîtes. Affamé de sexe, école mixte, débutante perverse, miel de bite en 3 parties, et les remit en place. « Vous regardez ça ?» demanda David. Billingsley haussa les épaules. Il semblait aussi fatigué que gêné. « On est trop vieux pour le rodéo, mon gars, » répondit-il. « Un jour, tu comprendras peut-être. »« Oh, c'est vos affaires, » dit David. « Je voulais juste savoir. »« Steve, regarde un peu, » dit Cynthia. Elle recula, leva les bras au-dessus de sa tête, les croisa au poignet et les agita. Une énorme forme noire vola paresseusement sur l'écran sali par plusieurs décennies de poussière accumulée. « Un corbeau ? C'est pas mal, non ?» Il sourit, s'approcha d'elle et leva les mains devant lui, un doigt détaché vers le bas. « Oh, un éléphant !» dit Cynthia en riant. « Génial !» David rit avec elle. C'était un rire joyeux et spontané. Son père tourna la tête vers eux et sourit. « Oui, pas mal pour un gosse de Lubbock, » dit Cynthia. « Oh, fais gaffe, si tu ne veux pas que je recommence à t'appeler chou à la crème, » dit Steve. Elle tira la langue, yeux fermés, pouce dans les oreilles. Elle rappela tellement Terry à Johnny qu'il éclata de rire. Le bruit qu'il fit le surprit, l'effraya presque. Il se dit qu'à un moment, entre Entragian et le coucher du soleil, il avait dû décider qu'il ne rirait plus jamais, pas aux choses drôles en tout cas. Mary Jackson, qui avait fait le tour du salon installé sur la scène en observant tout de près, leva les yeux vers l'éléphant de Steve. « Moi, je peux faire New York, » annonça-t-elle. « Oh, mon cul, » dit Cynthia, qui pourtant semblait intriguée. « Oh, fais voir, » dit David. Il regardait l'écran avec autant d'impatience que s'il attendait la vedette du dernier film d'Ace Ventura. « Bon, d'accord, » dit Marie, en levant les mains, doigts dressés. « Voyons un peu. Laissez-moi une seconde. Ça date des colonies de vacances de ma jeunesse. »« Mais putain, qu'est-ce que vous fabriquez ?» La voix stridente fit sursauter Johnny, et il ne fut pas le seul. Marie laissa échapper un petit cri. L'ébauche de New York sur le vieil écran de cinéma se troubla et disparut. Audrey Weiler se tenait à mi-chemin entre l'entrée de la scène et le groupe, le visage décoloré, les yeux élargis et fiévreux. Son ombre s'étendait sur l'écran derrière elle, à son insu, comme une immense cape de Batman. « Mais vous êtes tous aussi cinglés que lui, » reprit-elle. « Il est là, dehors, il nous cherche à 7 minutes. Avez-vous oublié la voiture que vous avez entendue? C'était lui, il revenait, et vous restez là, toute lumière allumée, à jouer comme des gamins. »« Mais on ne peut pas voir les lumières du dehors, même si on les allumait toutes, » dit Billingsley. Il posait sur Audrey un regard à la fois pensif et intense, comme si, se dit Johnny, il croyait l'avoir déjà vu auparavant. Oui, peut-être, dans Débutante perverse. « Et n'oubliez pas qu'il s'agit d'un cinéma, » ajouta Billingsley. « Il est isolé pour le bruit comme pour la lumière. C'est ce qu'on aimait d'ailleurs, moi et ma bande. »« Mais il va nous chercher, » reprit Audrey. « Et s'il cherche assez longtemps et assez bien, il nous trouvera. Il n'y a pas tellement d'endroits où se cacher à Désolation. »« Eh ben, qu'il vienne, » dit Ralph Carver d'une voix caverneuse, en brandissant son Ruger 44. « Il a tué ma petite fille, et il a emmené ma femme. J'ai vu aussi bien que vous ce dont il est capable, madame, alors qu'il vienne. J'ai du courrier pour lui. » Audrey le considéra un moment. Il lui opposa le regard incertain de ses yeux morts. Elle regarda Marie, mais aucun intérêt. Elle revint alors à Billingsley. « Il pourrait entrer par surprise. Un endroit comme celui-ci doit avoir une bonne douzaine d'entrées. »« Oui, et elles sont toutes fermées, » dit Billingsley, « sauf la fenêtre des toilettes pour dames. Je viens d'y retourner à l'instant, et j'ai installé une rangée de canettes de bière sur le rebord intérieur de la fenêtre. S'il l'ouvre, il renversera les bouteilles qui se fracasseront par terre. On ne pourra pas ne pas l'entendre, madame, et quand il arrivera ici, on le truffera de tant de pruneaux qu'il en doublera de volume. » Il la lorgnait, tout en énonçant ses grandioses prédictions, ses yeux passant de son visage, qui n'était pas mal, à ses jambes, qui étaient, de l'humble avis de John Edward Marinville, sacrément spectaculaires. Elle continuait à le regarder, comme si c'était le roi des crétins. « Avez-vous jamais entendu parler de ces petits objets qu'on appelle des clés, mon vieux ?» reprit Audrey.
Les flics ont les clés de tous les établissements publics dans ces petites villes. Oui, les clés de tous les établissements ouverts, en effet, répondit calmement Billingsley. Mais l'Ouest américain est fermé depuis bien longtemps. Ces portes ne sont pas seulement fermées à clé, elles sont condamnées par des planches. Avant, les gosses entraient par l'escalier de secours, sur la façade, mais ça s'est terminé fin mars, quand il s'est effondré. Non, je peux vous dire qu'on est plus en sécurité ici que n'importe où ailleurs dans cette ville. Oui, sûrement plus en sécurité que dans la rue, dit Johnny. Et alors demanda Audrey, en se plantant face à lui, les mains sur les hanches. Et qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Rester ici, à faire des ombres chinoises sur ce putain d'écran? Mais calmez-vous, dit Steve. Du calme, non, je veux sortir d'ici. Mais nous le voulons tous, et ce n'est pas le bon moment, dit Johnny, en se tournant vers les autres. Quelqu'un n'est pas d'accord? Ce serait de la folie de sortir en pleine nuit, dit Marie. Le vent souffle à près de 100 à l'heure, et avec tout ce sable qui vole, il pourrait nous cueillir l'un après l'autre. Oui, mais qu'est-ce qu'il y aura de changé demain, d'après vous, quand le vent sera tombé et que le soleil sera levé demanda Audrey à Johnny et non à Marie. Je crois que l'ami Yen Tragan pourra bien être mort d'ici là, s'il ne l'est pas déjà, répondit-il. Ralph approuva de la tête. David, assis près de la télévision, les mains entre ses genoux, regardait Johnny avec une grande concentration. Pourquoi demanda Audrey. Et comment? Vous ne l'avez pas vu lui demanda Marie. Bien sûr que si, je l'ai vu, répondit Audrey. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je l'ai seulement entendu passer en voiture et à pied. Et je l'ai entendu parler tout seul. Mais je ne l'ai pas vraiment vu depuis hier. Et y a-t-il quelque chose de radioactif dans le coin, madame demanda Ralph à Audrey. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose comme un site de déchets nucléaires ou un dépôt d'anciennes armes, des têtes de missiles ou je ne sais quoi? Parce que le flic avait l'air de se désintégrer. Oh, je ne crois pas que son état puisse être dû à des radiations, dit Marie. J'ai vu des photos et... Et là, dit Johnny en levant les mains. J'aimerais faire une suggestion. Je crois que nous devrions nous asseoir et discuter de tout ça, d'accord? Ça nous fera passer le temps, faute de mieux. Et qui sait, ça nous apportera peut-être une solution. Il adressa à Audrey son sourire le plus conquérant et fut ravi de voir qu'elle se détendait un peu. Son charme légendaire ne l'avait peut-être pas totalement abandonné, finalement. Ce sera toujours plus constructif que de faire des ombres chinoises sur l'écran, ajouta-t-il. Il se tourna vers eux tous et les regarda. Audrey, au bord du tapis, dans sa drôle de robe sexy. David, par terre, près de la télé. Steve et Cynthia, assis maintenant sur les accoudoirs d'un gros fauteuil, qui avait bien l'air de venir lui aussi du Circle Ranch. Marie, devant l'écran, avec cet air de maîtresse d'école que lui donnaient ses bras croisés. Tom Billingsley, qui inspectait l'étagère supérieure du bar, les mains fermement jointes dans son dos. Ralph, dans son fauteuil, en bordure de la zone éclairée, son œil gauche enflé, presque complètement fermé. L'association des survivants de Collie Tragan, tous ici présents. Quelle équipe! Manhattan Transfert dans le désert, songea-t-il. Et nous avons une autre bonne raison de discuter, dit-il. Il contempla leurs ombres sur l'écran sans rideau, et pendant un moment, ils lui firent penser à des ombres d'oiseaux géants. Il se rappela Entragan, lui disant que les busards pétaient, qu'ils étaient les seuls oiseaux qui pétaient. Entragan disant « Oh merde, on est tous au-delà du pourquoi, et vous le savez bien. » Johnny songea que c'était sans doute la chose la plus effrayante qu'on lui ait jamais dite de toute sa vie, parce que ça sonnait vrai. Johnny hocha lentement la tête, comme pour marquer son accord avec quelques voix intérieures, et il reprit. J'ai déjà vu pas mal de choses extraordinaires, mais je n'ai jamais vécu une expérience que je pourrais qualifier de surnaturelle. Jusqu'à peut-être aujourd'hui. Et ce qui me fait le plus peur, c'est que cette expérience continue, probablement. Enfin, j'en sais rien, mais tout ce que je peux affirmer, c'est qu'il m'est impossible d'expliquer les choses qui me sont arrivées ces dernières heures. Mais de quoi parlez-vous donc demanda Audrey, qui semblait au bord des larmes. Est-ce que les événements ne sont pas assez horribles sans que vous les transformiez en une sorte de récit autour d'un feu de camp? Si, dit Johnny d'une voix sourde et pleine de compassion qu'il reconnut à peine. Mais ça ne change pas le fond des choses. Moi j'écoute et je parle mieux quand je ne meurs pas de faim, déclara Marie. N'y aurait-il pas quelque chose à manger ici? Tom Billingsley passa d'un pied sur l'autre, l'air embarrassé. Non, pas grand-chose, madame, dit-il. On venait surtout ici le soir pour boire un coup et parler du bon vieux temps. Oh, c'est ce que je craignais, soupira-t-elle.
Mais Marty a apporté un petit paquet de je ne sais quoi, il y a 2 ou 3 jours, dit-il en montrant vaguement une porte à droite de la scène. Probablement des sardines. Marty adore les sardines et les crackers. Oh, Burke, dit Marie, dont l'œil s'alluma quand même. Johnny se dit que dans 2 ou 3 heures, même des anchois lui paraîtraient appétissants. Je vais aller jeter un coup d'œil. Il a peut-être apporté quelque chose d'autre, dit Billingsley sans beaucoup d'espoir. Je peux y aller si vous voulez, proposa David en se levant. Billingsley haussa les épaules. Il regardait à nouveau Audrey et semblait avoir perdu tout intérêt pour les sardines de Marty. Il y a un interrupteur à gauche en sortant de la scène, dit Billingsley. Et droit devant, tu verras des étagères. Tout ce que les gens apportaient à manger était rangé là. Il y a peut-être même des bonbons. Il devait vous arriver de boire un peu trop, mais au moins vous n'oubliez pas d'entretenir vos carcasses, dit Johnny. Moi, ça me plaît. Le vétérinaire lui jeta un coup d'œil, haussa les épaules et revint aux jambes d'Audrey. Elle ne semblait pas avoir remarqué son intérêt, ni s'en soucier. David fit quelques pas, puis revint prendre son 45. Il regarda son père, mais Ralph avait les yeux perdus dans la salle, sur les sièges de velours rouge qui s'enfonçaient dans l'obscurité. Le gamin saisit l'arme, la glissa soigneusement dans la poche de son jean, de telle sorte que seule la poignée dépassait, puis il s'éloigna. En passant devant Billingsley, il demanda « Est-ce qu'il y a de l'eau quelque part ?»« On est dans le désert, mon gars, » répondit Billingsley. « Quand un bâtiment est désaffecté, on coupe l'eau. »« Oh zut, » dit David, « j'ai encore plein de savon sur moi, et ça me gratte. » Il les quitta, traversa la Seine, puis se pencha dans l'embrasure de la porte. Quelques secondes plus tard, la lumière se fit. Johnny se détendit un peu, ne se rendant compte qu'à cet instant qu'une partie de son esprit s'attendait à ce que quelque chose s'attaque à l'enfant, et il vit que Billingsley le regardait. « Ce que ce gosse a fait là-bas, la façon dont il est sorti de la cellule, c'est impossible, » dit Billingsley. « Alors, nous sommes encore là-bas enfermés, » dit Johnny. Il se félicita pour sa réponse. N'empêche que ce que venait de dire le vieux vétérinaire lui avait déjà traversé l'esprit. Une expression lui était même venue pour décrire le phénomène « miracle discret ». Il l'aurait noté sur son carnet s'il n'avait pas laissé le carnet en question sur la Nationale 50. « Vous le pensez vraiment » demanda Johnny. « Non » lui répondit Billingsley. « On est ici et on l'a vu faire ce qu'il a fait. Il s'est enduit de savon et il s'est glissé entre les barreaux comme un pépin de pastèque. Ça semble logique, non ? Mais je vous le dis, mon vieux, même Houdini n'y serait pas parvenu. À cause de la tête. Sa tête aurait dû rester coincée, mais ça n'a pas été le cas. » Il les regarda, l'un après l'autre, terminant par Ralph. Ralph regardait Billingsley maintenant, pas les sièges, mais Johnny n'était pas certain qu'il ait compris ce que le vieil homme disait. Peut-être cela valait-il mieux. « Mais où voulez-vous en venir » demanda Marie. « Eh bien, je ne peux expliquer pourquoi, » répondit Billingsley, « mais je crois qu'on ferait bien de se rassembler autour du jeune maître Carver. Les anciens disent que n'importe quel feu de camp est le bienvenu au milieu d'une nuit froide. » La chose ramassa le coyote mort et l'examina. Soma meurt, Pneuma part, seul Sarx reste, dit-elle d'une voix qui était en elle-même un paradoxe, à la fois sonore et sans timbre. C'est ainsi depuis toujours, ce sera toujours ainsi. La vie s'épuise et on meurt. Elle emporta dans le hall l'animal dont les pattes et la tête fracassée pendaient, le corps se balançant comme une étole de fourrure sanglante. La créature qui tenait le coyote s'arrêta un moment en deçà de la porte du bâtiment municipal et regarda dehors dans les ténèbres, écoutant le vent. « Soka, set !» s'exclama-t-elle. Puis elle se retourna et emporta l'animal dans le bureau. Elle regarda les patères à droite de la porte et vit immédiatement que la gamine, la puce, disait son frère, avait été décrochée et enveloppée dans un rideau. Son visage décoloré se tordit de colère à la vue de la forme recouverte de l'enfant. « Il l'a décroché » dit-elle au coyote mort dans ses bras. « Ce sale gamin l'a décroché, espèce de crétin. Oh oui, stupide, grossier, fou. » Et d'une certaine façon, ce dernier qualificatif était le meilleur, le plus exact. Ce petit fou qui, à coups de prière, s'évertuait à arranger les choses, comme si une chose pareille pouvait être arrangée, comme si la mort était une obscénité qu'on pouvait effacer du mur de la vie avec un peu d'huile de coude. Comme si le livre fermé pouvait être rouvert et relu avec une fin différente.
Et pourtant, sa colère était mêlée de peur, parce que l'enfant ne renonçait manifestement pas, et les autres non plus. Il n'aurait pas dû oser échapper à Entragian, elle, ça, eux, même si les portes de leur cellule avaient été grandes ouvertes. Et pourtant, il l'avait fait, à cause de ce gamin, de ce sale petit cul béni prétentieux et orgueilleux, qui avait eu l'insolence d'allonger sa petite salope de sœur et d'essayer de lui donner un semblant de sépulture décente. Une sorte de douce chaleur imprégna ses doigts et ses paumes. La créature baissa les yeux et vit qu'elle avait plongé les mains d'Hélène dans le ventre du coyote jusqu'au poignet. La créature avait eu l'intention de suspendre le coyote à une des patères. C'est ce qu'on avait fait avec certains des autres, mais il lui vint une autre idée. Elle emporta le coyote jusqu'au paquet vert, par terre, s'agenouilla et souleva le rideau. Elle regarda en silence, la bouche tordue par un sourire, la petite fille qui avait grandi dans ce corps. Il avait osé la couvrir. Il retira du coyote les mains d'Hélène, maintenant gantées de sang tiède, et déposa l'animal sur Christine. La chose ouvrit les mâchoires du coyote et les plaça autour du cou de l'enfant. Il y avait quelque chose d'à la fois effroyable et fantastique dans ce tableau de la mort. C'était comme une gravure d'un conte de fées tragique. « Tac !» murmura la créature, et elle sourit. La lèvre inférieure d'Hélène Carver se fendit. Du sang coula sur son menton sans qu'elle s'en aperçoive. Ce sale gamin présomptueux ne verrait probablement jamais cette dernière retouche, mais quel plaisir d'imaginer sa réaction s'il la voyait. S'il voyait à quoi avaient abouti ses efforts, combien il était facile de faire fi du respect, à quel point le néant régnait en maître dans le monde artificiel concocté par les hommes. La chose remonta le rideau jusqu'au cou du coyote. Maintenant, l'enfant et la bête ressemblaient presque à des amants. Comme elle aurait voulu que l'enfant soit là, et son père aussi, mais surtout le gamin. Parce que c'était le gamin qui avait besoin qu'on le dresse. C'était le gamin qui était dangereux. Il y eut des frottements derrière la créature, un bruit trop bas pour qu'on l'entende, mais elle l'entendit quand même. Elle pivota sur les genoux d'Hélène et vit que les araignées revenaient. Elles entraient par la porte du bureau. Elles tournèrent à gauche, puis envahirent le mur, couvrant les affiches qui annonçaient les prochains événements en ville et demandaient des volontaires pour la grande fête des pionniers à l'automne. Sur celle concernant la réunion informelle où les responsables de la compagnie minière de désolation discuteraient de la reprise de l'extraction du cuivre au lieu-dit le puits chinois, les araignées se reformèrent en cercle. La grande femme en combinaison de travail et ceinturon Sam Brown se leva et s'approcha d'elle. Le cercle trembla sur le mur, comme pour exprimer la peur, l'extase, ou les deux. La femme rassembla ses mains sanglantes, puis les ouvrit face au mur. « Ah là » fit-elle. Le cercle se défit. Les araignées se précipitèrent pour former une nouvelle figure, évoluant avec la précision d'un régiment à la parade. Elles formèrent un C, se dispersèrent, se rassemblèrent en un I, suivirent un N, un E, puis un M. La femme leur fit signe d'arrêter, tandis qu'elle repartait pour former un A. « En tao ras » dit-elle. Les araignées renoncèrent au A et reformèrent un cercle vaguement tremblant. « Ten ha » demanda la créature au bout d'un moment. Les araignées formèrent une nouvelle figure. C'était un cercle. La femme qui possédait les empreintes digitales d'Hélène Carver le regarda longuement, frappant des doigts d'Hélène les clavicules d'Hélène, puis agita la main d'Hélène en direction du mur. La forme se brisa, les araignées descendirent par terre. La créature sortit dans le hall sans regarder les araignées qui la suivaient. Elle serait là si elle en avait besoin, c'était tout ce qui comptait. Elle regarda un moment la nuit par les portes vitrées. Elle ne pouvait voir le vieux cinéma, mais il était là. Elle savait où se trouvait l'Ouest américain, à moins de 500 mètres au nord, juste après l'unique croisement de la ville. Grâce aux recluses, elle savait maintenant où ils étaient. Où il était, ce petit merdeux de Cubéni. Johnny Marinville raconta à nouveau son histoire, intégralement cette fois. Contrairement à son habitude, il tenta de faire court. Nombreux auraient été les critiques incrédules dans tout le pays pour applaudir la performance. Il leur dit comment, alors qu'il s'était arrêté pour pisser, Antragian en avait profité pour glisser l'herbe dans un de ses sacs. Il leur parla des coyotes, ceux à qui Antragian avait semblé parler, et les autres postés le long de la route à intervalles réguliers, comme une étrange haie d'honneur, et de la façon dont le flic l'avait frappé.
Il raconta le meurtre de Billy Rancourt, et ensuite, sans modification perceptible dans sa voix, la façon dont les Busards l'avaient attaqué, sur l'ordre de Collie Tragan apparemment. Audrey Weyler arborait une expression d'incrédulité non dissimulée, mais Johnny vit que Steve et la maigrichonne, qu'il avait ramassée quelque part sur la route, échangeaient des regards indiquant, malheureusement, qu'ils comprenaient. Johnny ne regarda pas les autres pour savoir comment ils réagissaient, mais baissa les yeux vers ses mains, se concentrant, comme lorsqu'il progressait péniblement dans l'écriture d'un paragraphe particulièrement ardu. « Il voulait que je lui fasse une pipe, dit Johnny. Je pense qu'il voulait surtout que je panique, que je le supplie de m'épargner, mais je n'ai pas trouvé l'idée aussi choquante qu'il l'avait sans doute espérée. C'est une demande sexuelle assez classique dans des situations où l'autorité excède ses propres limites, mais ce n'est pas ce dont ça a l'air. En surface, le viol est une affaire de domination et d'agression, mais en dessous, ce n'est que de la colère nourrie par la peur. « Merci, docteur Rousse, dit Audrey. Et maintenant, nous allons parler de l'impuissance. Oh, mais j'ai écrit un roman sur le viol homosexuel, dit Johnny en la regardant sans rancœur. Son titre, c'est Tiburon. Ça n'a pas été un très grand succès auprès de la critique, mais j'ai parlé à beaucoup de gens et je pense avoir assez bien creusé le sujet. En ce qui nous concerne, l'important, c'est qu'il m'a rendu furieux au lieu de me faire peur. Du coup, j'ai décidé que je n'avais pas grand-chose à perdre. Je lui ai dit que j'allais bien prendre sa bite, ok, mais une fois qu'elle serait dans ma bouche, je la lui arracherais avec mes dents. Il réfléchit plus intensément qu'il ne l'avait fait depuis au moins 10 ans, et il hocha la tête. Alors je lui ai lancé un de ces mots absurdes, du moins il me semblait absurde à moi, une sorte de langage fabriqué avec des sonorités gutturales. « C'était tac ?» demanda Marie. « Oui, répondit Johnny, et ça n'a semblé absurde ni au coyote ni à Entragian. Quand je l'ai prononcé, il s'est comme ramassé sur lui-même, et c'est à ce moment-là qu'il a appelé le busard pour qu'il m'attaque en piqué. »« Je ne peux pas croire à votre histoire, dit Audrey. Je veux bien croire que vous soyez un célèbre écrivain, et vous avez l'air d'un type qui n'est pas du genre à avoir des doutes, mais je ne vous crois pas. »« Et c'est pourtant ce qui est arrivé, dit Johnny. Vous n'avez rien observé de tel? Un comportement animal étrange ou agressif ?»« J'étais caché dans la laverie automatique, enfin, dit Audrey. Mais est-ce que nous parlons la même langue? Écoutez, vous parlez d'un comportement animal étrange et agressif, continua Audrey, en se penchant pour planter ses yeux brillants dans ceux de Marinville. Alors parlons plutôt de Collie tel qu'il est maintenant. Il a tué tous ceux qu'il a vus, tous ceux qui ont croisé son chemin. Ça ne vous suffit pas? Est-ce que nous devons encore introduire des busards dressés dans le tableau? Et les araignées? Demanda Steve. La maigrichonne et lui étaient maintenant dans le fauteuil au lieu d'être perchés sur les accoudoirs. Steve entourait les épaules de Cynthia de son bras. « Quoi, les araignées » fit Audrey. « Est-ce que vous avez vu des araignées » demanda Steve. « Enfin, qui agissaient ensemble ?»« Comme des oiseaux en formation » demanda-t-elle, en le gratifiant d'un regard qui disait « Attention aux fous à l'œuvre ». « Non, pas vraiment, dit Steve. Elles étaient en meute, comme des loups ou des coyotes. » Elle secoua la tête. « Et des serpents » demanda Marie. « Non, je n'en ai vu aucun non plus, répondit Audrey. Ni de coyote en ville, pas même un chien faisant de la bicyclette avec un chapeau de clown. Désolé. » David revint sur la scène avec un sac en papier brun du genre de ceux qu'on donne dans les magasins pour les petits achats. Il tenait aussi sous le bras une boîte de crackers. « J'ai trouvé des trucs, dit-il. »« dit Steve, en voyant la boîte et le sac. « Ça devrait suffire à régler le problème de la faim en Amérique. Qu'est-ce que t'as là, David? Une sardine et 2 crackers par personne? »« En fait, il y a beaucoup de choses, dit David, plus que vous croyez. Mais, hésita-t-il, en les regardant d'un air un peu anxieux. Ça ennuierait quelqu'un si je disais une petite prière avant de distribuer tout ça? »« Les grâces? demanda Cynthia. Oui, les grâces, dit David. Oh, c'est d'accord pour moi, dit Johnny. Je crois qu'on aura besoin de toutes les grâces possibles. Amen, dit Steve. David posa le sac et la boîte de crackers entre ses baskets, puis il ferma les yeux et joignit les mains devant son visage. Johnny fut frappé par l'absence de toute prétention dans l'attitude de l'enfant. Il y avait une simplicité dans ses gestes qui confinait à la beauté. « Seigneur, je te prie de bénir cette nourriture que nous sommes sur le point de manger. »« Oui, le peu qu'il y a, dit Cynthia, qui regretta immédiatement d'avoir parlé. « Bénis notre groupe,
continua David, sans se formaliser, pour autant même qu'il eût entendu. Prends soin de nous et délivre-nous du mal. S'il te plaît, prends soin de ma maman aussi, si c'est ta volonté. Ce n'est probablement pas ta volonté, continua-t-il plus doucement, mais je t'en prie, si c'est ta volonté, pour l'amour du ciel, amen. Il rouvrit les yeux. Johnny était ému. La petite prière de ce gosse l'avait touché là où Entragan n'avait pas réussi à l'atteindre. Normal, se dit-il, parce qu'il y croit. À son humble façon, ce gosse ravale le pape, avec ses beaux vêtements et son chapeau digne de Las Vegas, au rang de chrétien d'opérette. David se pencha et ramassa ce qu'il avait trouvé. Il semblait aussi joyeux qu'une dame patronnesse présidant un repas de fête. « Tenez, Marie, dit-il en lui tendant une boîte de sardines. La clé est sous le fond. »« Merci, David, dit Marie. »« Remerciez l'ami de M. Billingsley, dit David avec un sourire. Ce sont ses provisions, pas les miennes. Et faites passer les crackers. »« Prenez ce qu'il vous faut et laissez le reste, dit Johnny. C'est ce qu'on dit chez les amis du cercle, non? Hein, Tom ?» Le vétérinaire lui accorda un regard vitreux et ne répondit pas. David donna une boîte de sardines à Steve et une autre à Cynthia. « Oh non, mon chou, ça va. Je peux partager avec Steve. »« Oh, c'est pas la peine, dit David. Il y en a plein, je vous assure. » Il distribua une boîte à Audrey, une boîte à Tom et une boîte à Johnny. Johnny la retourna 2 fois entre ses mains, comme pour s'assurer qu'elle était bien réelle, avant de déchirer le papier transparent. Il détacha la clé du fond et inséra dans la fente la languette de métal qui dépassait d'un coin de la boîte. Il réussit à l'ouvrir. Dès qu'il eut mal l'odeur des petits poissons à l'huile, il ressentit une véritable fringale. Si on lui avait dit qu'il réagirait ainsi à une vulgaire boîte de sardines. Mais Marie lui tapa sur l'épaule. Elle lui tendait la boîte de crackers, l'air presque béat. De l'huile coulait du coin de sa bouche jusqu'à son menton en une petite rigole luisante. « Allez-y, dit-elle, ils sont vraiment délicieux. »« Oh oui, dit Cynthia avec bonne humeur. Tout est meilleur sur un cracker, je l'ai toujours dit. » Johnny accepta la boîte, regarda à l'intérieur et vit qu'il ne restait qu'un cylindre de papier sulfurisé à demi plein. Il prit 3 crackers ronds orange foncé. Son estomac vide protesta devant une telle politesse, et il ne résista pas à la tentation d'en reprendre 3 avant de passer la boîte à Billingsley. Leurs yeux se croisèrent un instant, et il entendit le vieil homme dire que personne, pas même Houdini, n'aurait pu faire ce qu'avait fait David à cause de la tête. Et puis il y avait le téléphone, les 3 barres de transmission lumineuses dès que l'enfant tenait l'appareil en main, qui disparaissaient dès qu'on le lui reprenait. « La question est réglée une fois pour toutes, » annonça Cynthia, malgré sa bouche pleine. « La nourriture, c'est beaucoup mieux que le sexe. » Sa voix rayonnait autant que le visage de Marie. Johnny regarda David. Il s'était assis sur le bras du fauteuil de son père, et il mangeait. La boîte de sardines de Ralph n'avait pas quitté ses genoux, toujours fermée, et l'homme continuait à contempler les rangées des sièges vides. David prit une sardine dans sa propre boîte et la déposa soigneusement sur un cracker qu'il donna à son père. Celui-ci se mit à mastiquer mécaniquement, comme si son seul but était de se retrouver à nouveau la bouche vide. Devant l'expression d'amour attentif de l'enfant, Johnny se sentit gêné, comme s'il violait l'intimité de David. Il détourna les yeux et vit par terre la boîte de crackers. Tout le monde était occupé à manger, et personne ne fit particulièrement attention à Johnny quand il prit la boîte et regarda dedans. Elle avait fait le tour du groupe, et chacun avait pris une demi-douzaine de crackers au moins. Billingsley sûrement plus, le vieux bouc s'en bourrait les joues. Mais le cylindre de papier sulfurisé était toujours là, et Johnny aurait juré qu'il était toujours à moitié plein, que le nombre de crackers qu'il contenait n'avait pas diminué. Ralph raconta aussi clairement qu'il put l'odyssée de la famille Carver entre 2 bouchées de sardines. Il tentait de s'éclaircir l'esprit, de se ressaisir, pour David plus que pour lui, mais c'était difficile. Il ne pouvait chasser de ses yeux la vision de Christine gisant immobile au pied de l'escalier, la vision d'Entragian entraînant Hélène hors de sa cellule en la tenant par le bras. « Ne t'en fais pas, David, je reviendrai, » avait-elle dit. Mais pour Ralph, qui pensait, en 14 ans de mariage, avoir entendu toutes les nuances de la voix d'Hélène, c'était comme si elle était déjà partie. Pourtant, il devait à David d'être là, parmi eux, d'essayer de revenir à lui, de ne pas se laisser entraîner par son esprit en état de choc, surmené et coupable. Oh oui, coupable, ô combien. Mais c'était difficile. Et quand il eut terminé, Audrey dit « Oh d'accord,
Du moins, il n'y a pas eu de révolte du monde animal. Mais je suis désolé pour votre épouse et votre petite-fille, monsieur Carver. Et pour toi aussi, David. Merci, dit Ralph. Ma maman est peut-être encore en bonne santé, ajouta David. Ralph caressa les cheveux de son fils et lui dit que oui, qu'il avait raison. Ce fut ensuite au tour de Marie, qui raconta l'histoire du sac sous le pneu de secours, comment Entragan avait inséré la phrase « Je vais vous tuer » dans l'énoncé de leurs droits, et comment il avait abattu son mari sur les marches, sans aucune sommation ni aucune raison apparente. « Hein, toujours pas d'animaux sauvages » dit Audrey. Cela semblait maintenant son principal souci. Elle pencha sa boîte de sardines vide et la leva jusqu'à sa bouche pour récolter sans la moindre gêne jusqu'à la dernière goutte d'huile. « Soit vous n'avez pas entendu parler du coyote qui l'a amené dans la zone de détention pour nous surveiller, soit vous ne voulez pas l'entendre, dit Marie. Audrey écarta cette remarque d'un geste de la main. Elle était assise maintenant, offrant à Billingsley 10 centimètres de jambes en plus à contempler. Ralph regardait aussi, mais sans rien éprouver de particulier à cette vue. Il se disait qu'il y avait plus de jus dans une vieille batterie de voiture que dans son circuit émotionnel, pour le moment. « On peut les domestiquer, vous savez, dit Audrey. On leur donne des boulettes de viande, et on les dresse comme des chiens, en fait. » « Et avez-vous déjà vu Entragan déambuler avec un coyote en laisse ?» demanda poliment Marinville. « Non, dit-elle, en crispant les mâchoires. « Je le connaissais comme ça, comme n'importe qui d'autre dans le village, mais c'était tout. Je passais presque tout mon temps au puits, au labo ou à cheval. Je ne suis pas très attiré par la vie de village. »« Et toi, Steve ?» demanda Johnny. « Qu'est-ce que tu as à raconter ?» Ralph vit le routard à l'accent du Texas échanger un coup d'œil avec son amie, si elle était son amie, puis reporter son regard sur l'écrivain. « Eh bien, le problème, c'est que si tu dis à ton agent que j'ai pris une autostoppeuse, je perdrai ma prime. »« Oh, je crois que tu peux considérer Bill comme le cadet de tes soucis pour le moment, » dit Johnny. « Allez, vas-y, raconte. » Et ils racontèrent, tous les deux ensemble, alternant les bribes de récits, parfaitement conscients que les choses qu'ils avaient vues dépassaient de loin ce qu'un être normal était capable de croire. Ils exprimèrent tous deux leur frustration de ne pouvoir décrire à quel point la statue de pierre était horrible, à quel point elle les avait impressionnés. Et ni l'un ni l'autre ne se risqua à raconter ce qui était arrivé quand le loup, ils furent d'accord pour dire que c'était un loup et non un coyote, avait apporté la statue et l'avait déposée devant eux. Ralph crut deviner quelque épisode sexuel, sans comprendre toutefois ce qui pouvait s'être passé de si épouvantable. « Alors, toujours saint Thomas, toujours sceptique ?» demanda Marinville à Audrey, quand Steve et Cynthia eurent terminé. Il le lui demanda gentiment, pour qu'elle ne se sente pas menacée. « Bien sûr qu'il ne veut pas qu'elle se sente menacée, se dit Ralph. On n'est que 7, il veut qu'on forme une équipe, et il ne s'y prend pas trop mal d'ailleurs. »« Je ne sais pas où j'en suis, dit-elle d'une voix absente. Je ne veux pas croire en ces histoires. Rien que d'y penser, j'en tremble de trouille. Mais je n'arrive pas à imaginer pour quelle raison vous mentiriez. À moins que de voir ces gens pendus dans le repère d'Hernando, je ne sais pas. Ça vous ait fait si peur que... »« Quoi, qu'on se soit mis à avoir des visions ?» demanda Steve. « Oui, peut-être, » dit Audrey. « Les serpents que vous avez vus dans la maison, c'est à peu près sensé. Ils sentent venir une tempête parfois 3 jours à l'avance, et ils cherchent un endroit protégé. Quant au reste, je sais pas. Je suis une scientifique, et j'ai du mal à comprendre comment... »« Allons, madame, dit Cynthia. Vous êtes comme une gosse qui prétend que sa bouche est cousue pour ne pas avoir à manger ses brocolis. Tout ce que nous avons vu colle avec ce que M. Marinville a vu avant nous, et Marie avant lui, et les Carver encore avant. Jusqu'au détail de la clôture renversée par Entragan quand il a écrasé le coiffeur, ce type-là, vous savez. Alors lâchez-nous, avec vos foutaises du genre « je suis une scientifique ». On est tous au même diapason, vous seul sonnez faux. « Mais moi je n'ai rien vu de tout ça » gémit presque Audrey. « Alors qu'avez-vous vu » demanda Ralph. « Dites-le nous. » Audrey croisa les jambes et tira sur l'ourlet de sa robe. « Eh bien j'étais parti camper. J'avais 4 jours de congé, alors j'avais harnaché Sally et j'étais parti au nord, dans les monts du Cuivre. C'est mon site préféré au Nevada. » Ralph la sentit sur la défensive, comme si elle avait eu des problèmes lors d'une sortie précédente. Billingsley, lui, semblait juste se réveiller d'un rêve, où les longues jambes d'Audrey se seraient enroulées autour de ses vieilles fesses décharnées, peut-être. « Sally » dit Billingsley. « Mais au fait, comment va Sally ?» Audrey le regarda un moment sans comprendre, puis sourit comme une petite fille. « Elle va bien. »
Son entorse est-elle guérie demanda le vétérinaire. Oui, merci, répondit Audrey. Le liniment a fait son effet. Je suis content de l'entendre. Mais de quoi parlez-vous demanda Marinville. Oh, j'ai soigné son cheval il y a un an, c'est tout, répondit Billingsley. Ralph n'était pas certain qu'il laisserait Billingsley s'occuper de son cheval s'il en avait un. Il n'était pas sûr qu'il le laisserait soigner même un chat errant. Mais le veto était peut-être différent un an plus tôt. Quand on boit, on peut changer en un an, et les changements sont rarement positifs. Reprendre l'exploitation du serpent à sonnette a été très pénible, reprit Audrey. Dernièrement, on est passé des arroseurs aux asperceurs, et quelques aigles étaient morts. Quelques aigles demanda Billingsley. Allons, je ne suis pas un écolo, mais pouvez-vous être plus précise que ça? D'accord, dit Audrey. Une quarantaine en tout. Rien de dramatique pour l'espèce. On ne manque pas d'aigles au Nevada, comme vous le savez, docteur. Les vers le savent aussi, mais ils parlent quand même de chaque aigle mort comme d'un bébé qu'on aurait fait bouillir. En fait, et c'est la seule chose réelle, ils veulent nous empêcher d'extraire le cuivre. Seigneur, ils m'énervent à un point. Ils se ramènent dans leur pimpante petite voiture étrangère, 25 kilos de cuivre américain dans chacune, et nous disent que nous sommes des monstres qui saccagent la terre. Madame, dit doucement Steve, excusez-moi, mais aucun de nous n'appartient à Greenpeace. Oui, bien sûr que non, dit Audrey. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que nous étions tous désolés pour les aigles, pour les faucons, les corbeaux aussi d'ailleurs, en dépit de ce que disent les écolos. Elle les regarda à tour de rôle, comme pour évaluer l'opinion qu'ils avaient de son honnêteté, et continua. Pour extraire le cuivre du sol, on a besoin d'acide sulfurique. Le moyen le plus simple pour les pendre est d'utiliser des arroseurs. On dirait de grands dispositifs d'arrosage pour pelouse. Mais les arroseurs peuvent entraîner la formation de flaques, et les oiseaux les voient, ils viennent y boire ou se baigner, et ils meurent. Et ce n'est pas beau à voir. Oh non, approuva Billingsley, en la regardant de ses yeux vitreux. Quand ils extrayaient de l'or du puits chinois ou du puits de Desatoya, dans les années 50, c'était du cyanure qu'il y avait dans les flaques, ça valait pas mieux. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'écolo. Ça devait être le bon temps pour la compagnie, hein, mademoiselle Weiler? Il se leva et gagna le bar pour se servir un doigt de whisky qu'il avala comme un médicament. « Est-ce que je pourrais avoir la même chose » demanda Ralph. « Oh oui, monsieur, je crois bien, » dit Billingsley. Il tendit un verre à Ralph et en sortit d'autres. Il proposa alors des sodas tièdes, mais les autres optèrent pour de l'eau de source qu'il tira d'un gros réservoir en plastique. On a enlevé les arroseurs et on les a remplacés par des têtes de distribution avec asperceurs, dit Audrey. C'est un système de goutte à goutte, plus cher que les arroseurs, beaucoup plus cher. Mais les oiseaux ne se laissent pas leurrer par les produits mortels. Non, en effet, confirma Billingsley. Il but un autre verre, plus lentement, regardant à nouveau les jambes d'Audrey par-dessus ses lunettes. Un problème? Sans doute pas encore, mais il pourrait y en avoir si des mesures n'étaient pas prises. La chose, qui ressemblait à Helen Carver, s'assit derrière le bureau de la salle de détention, maintenant vide, tête levée, yeux luisants. Dehors, le vent fraîchissait, puis retombait, fraîchissait, puis retombait. Plus près, se fit entendre le tapotement de pattes montant l'escalier. Il s'arrêta à la porte. Un rugissement rauque retentit. La porte s'ouvrit brutalement, poussée par le museau d'un cougar. Il était gros pour une femelle, dans les 1,80 m du nez à l'arrière-train, avec une grosse queue mobile qui ajoutait encore 1 mètre. Tandis que le cougar avançait, ramassé sur lui-même, les oreilles couchées sur son crâne osseux, la chose creusa un peu plus dans sa tête afin de connaître les sentiments du cougar. L'animal avait peur. Il triait les odeurs du lieu et ne trouvait de réconfort dans aucune. C'était une tanière humaine. Mais ce n'était qu'un élément de son problème. Le cougar sentait les ennuis. Odeur de poudre, pour commencer, et pour le cougar, l'odeur de l'arme à feu qui avait tiré restait puissante et âcre. Puis venait l'odeur de la peur, comme un mélange de sueur et d'herbes brûlées. Il sentait aussi le sang, sang de coyote et sang d'humain mêlé. Et il y avait cette chose dans le fauteuil qui l'attirait, qui le regardait glisser vers elle, alors qu'il ne voulait pas avancer, mais était incapable de s'arrêter. On aurait dit un humain, mais ça ne sentait pas pareil. Ça ne sentait rien que le cougar eût déjà senti. Il se recroquevilla à ses pattes et émit un miaulement pitoyable.
La chose en combinaison de travail se leva du fauteuil, tomba sur les genoux d'Hélène Carver, souleva le museau du cougar et regarda dans les yeux verts de la bête. Elle se mit à parler rapidement dans cette autre langue, la langue de l'informe, disant au cougar où il devait aller, comment attendre et que faire quand le moment serait venu. Ils étaient armés et tueraient certainement l'animal, mais ils feraient d'abord ce qu'il avait à faire. Pendant ce discours, le nez d'Hélène se mit à saigner. Elle le sentit et l'essuya. Des plaies commençaient à se former sur les joues et le cou d'Hélène. Une putain de fermentation, rien de plus. Pour commencer, du moins. Et pourquoi certaines femmes étaient-elles incapables de prendre soin d'elles? Bien, dit la chose au cougar. Va, maintenant. Attends le moment propice, et j'écouterai avec toi. Le cougar imite à nouveau son petit miaulement plaintif, lécha de sa langrèche la main de la chose qui avait pris possession du corps d'Hélène Carver, puis fit demi-tour et sortit de la pièce. La chose se réinstalla dans le fauteuil et se détendit. Elle ferma les yeux d'Hélène, écouta l'incessant crépitement du sable contre les fenêtres et laissa une partie de son esprit partir avec l'animal.